Je voulais revenir sur ce tragique accident du chauffeur de taxi qui est arrivé à Paris où malheureusement il y a eu un décès, un cycliste, ainsi que plusieurs blessés. On a donc le rapport du BETT et ce rapport, je voulais donc l'analyser. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré tout ça dans une sorte d'intelligence artificielle, mais particulière, qui s'appelle Notebook LM. Notebook LM, c'est une intelligence artificielle, mais qui ne se base que sur les éléments que tu lui donnes. L'avantage de Notebook LM, ce n'est pas uniquement de faire un résumé de ce que tu lui as donné, mais c'est aussi de proposer donc une analyse et une réflexion. Incroyable, c'est stupéfiant. Alors le résultat de cette analyse par Notebook LM, c'est un podcast. Tu vas entendre une conversation entre plusieurs personnes qui résument les plus de 60 pages du PDF, donc du compte-rendu, et qui dissertent également, et qui font des propositions par rapport aux documents que tu lui as envoyés. C'est-à-dire que ça ne va pas chercher des informations sur Internet. Si tu veux en savoir plus sur Notebook LM, n'hésite pas à me mettre en commentaire, mais franchement, tu peux y mettre des PDF, des raccourcis vidéo, un document Word. Allez, je te laisse écouter, c'est bluffant, et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée avec des deep dives. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un incident qui a fait beaucoup de bruit à Paris en décembre 2021, l'emballement d'une Tesla Model 3. Un taxi qui circulait sur l'avenue d'Ivry. Vous imaginez un samedi soir, une avenue large, avec des pistes cyclables protégées par des barrières en béton. Et soudain, une voiture qui accélère de manière incontrôlable. Absolument. Et c'est justement ce qui rend cet incident si fascinant. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette accélération? Erreur humaine. Problème technique. On va décortiquer ensemble le rapport du BRATT, le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce rapport, c'est un peu la boîte noire de l'incident. Il retrace chaque moment, analyse les témoignages, les données de la voiture, les conclusions des experts. Alors, pour commencer, plantons le décor. Le conducteur, un chauffeur de taxi expérimenté. Avait sa famille à bord là, sa femme et ses 2 filles. Ils se rendaient dans le 13e arrondissement pour un dîner en famille. Et d'après le rapport, la voiture roulait tranquillement sur l'avenue d'Ivry, quand après un arrêt à un feu rouge, la situation a complètement dégénéré. La Tesla s'est emballée, atteignant une vitesse de plus de 100 km/h en un temps record. Imaginez un peu le choc. C'est terrifiant. Et quelles ont été les conséquences de cette accélération folle? Malheureusement, l'incident a eu des conséquences dramatiques. La Tesla a percuté un cycliste, puis du mobilier urbain, et enfin un autre véhicule à l'intersection avec la rue de Tolbiac. Le bilan est lourd, un mort le cycliste et plusieurs blessés parmi les piétons et la famille du conducteur. Un véritable drame. Et que dit le conducteur dans son témoignage? A-t-il une explication pour cette perte de contrôle? Le conducteur décrit une situation très étrange. Part d'un effet de « voiture fantôme » et affirme avoir appuyé sur le frein. Mais la pédale était dure comme de la pierre et la voiture a continué d'accélérer. Il a même essayé de freiner avec les 2 pieds. En vain, vous imaginez la panique. Difficile d'imaginer le stress et la confusion. Quoi bon fait dans un tel moment. Face à un incident aussi grave, le BETT a évidemment mené une enquête approfondie. Oui. Mais quel était leur objectif principal? Leur but était double. Déterminer les causes précises de l'accident et surtout formuler des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise. Au début de l'enquête, toutes les pistes étaient envisagées. Comme par exemple, Eh bien, la première hypothèse, c'est l'erreur humaine. Le conducteur aurait-il pu confondre la pédale de frein et celle de l'accélérateur? Ensuite, il y avait la possibilité d'un dysfonctionnement technique, au niveau de l'accélérateur ou du système de freinage de la Tesla. Et enfin, on ne pouvait pas exclure l'influence de facteurs externes, comme un problème de revêtement de la chaussée, par exemple. Des pistes très différentes, qui nécessitent une analyse minutieuse. Comment les enquêteurs du BEAT ont-ils procédé pour démêler le vrai du faux? Ils ont passé au crible toutes les données disponibles. L'enregistreur de données d'événements, EDR, qu'on pourrait comparer à la boîte noire d'un avion, a permis de récupérer des informations précieuses sur la vitesse, l'accélération, l'utilisation des pédales, etc. Ensuite, ils ont analysé le cas-fichier Loga de la Tesla, un journal de bord électronique, qui enregistre plein de détails sur le fonctionnement du véhicule. Et bien sûr, ils ont étudié les témoignages du conducteur, des passagers et des témoins, sans oublier les expertises mécaniques. Un travail d'enquête colossal. Et en fouillant dans ces données, ont-ils découvert des éléments particulièrement troublants? Oui, plusieurs éléments ont interpellé les enquêteurs. Par exemple, le système de freinage d'urgence automatique, AEBS de la Tesla, s'est activé juste avant l'emballement. C'est assez étrange, car ce système est censé éviter les collisions. Attendez, le système de freinage automatique s'est déclenché. Mais la voiture a continué d'accélérer. C'est un peu contradictoire, non? Exactement. C'est l'un des poids qui ont rendu l'enquête complexe. De plus, le conducteur a déclaré avoir entendu un débruit de moteur juste avant l'emballement de la voiture. Et pour ajouter à la confusion, il y a des divergences entre les données de l'EDR et celles du fichier log.
L'EDR indique que la pédale d'accélérateur a été enfoncée, mais le fichier log présente des trous dans les données pendant la phase d'accélération. Autant d'éléments qui rendent l'enquête difficile, comme un puzzle avec des pièces manquantes. Quels ont été les principaux défis auxquels les enquêteurs ont été confrontés? Tout d'abord, il fallait évaluer la fiabilité du témoignage du conducteur, compte tenu du choc et du stress qu'il a subi pendant l'incident. Imaginez-vous à sa place, essayant de vous souvenir de chaque détail, dans un moment de panique totale. Ensuite, il a fallu comprendre les données parfois contradictoires, entre le DR et le fichier log. Et enfin, il a fallu se plonger dans le fonctionnement complexe de la Tesla, notamment du système de freinage, sa booster et de la EBS. Un vrai casse-tête technologique. Malgré ces difficultés, le BEAT7 il a réussi à tirer des conclusions claires. Ont-ils pu déterminer la cause de l'accident? Oui, après une analyse minutieuse de toutes les données, le BEAT a écarté l'hypothèse d'un dysfonctionnement technique et a conclu que le conducteur a probablement appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein, ce qui a causé l'emballement. Donc selon le rapport, la responsabilité de l'accident reposerait sur une erreur humaine. Mais comment expliquer une telle erreur de la part d'un chauffeur expérimenté? Le rapport explore-t-il cette question? Absolument. Le rapport pointe du doigt plusieurs facteurs qui ont pu contribuer à cette erreur. On en parlera en détail dans la suite de notre deep dive. Le rapport suggère que le conducteur n'était peut-être pas totalement familiarisé avec les particularités des véhicules électriques, notamment le freinage régénératif. Vous voyez, sur une voiture électrique, quand on lève le pied de l'accélérateur, le moteur se transforme en générateur. Et ça ralentit la voiture tout en rechargeant la batterie. C'est différent d'une voiture thermique. Ah, c'est vrai que la sensation freinage est différente. Et le rapport, il évoque d'autres facteurs qui ont pu jouer un rôle dans l'accident. Oui, il souligne aussi la possibilité d'interférer négatif. D'habitude de conduite, en gros le conducteur, habitué des voitures automatiques classiques, aurait pu avoir des réflexes inadaptés à la Tesla. Par exemple, l'habitude de ne pas utiliser le frein. On pourrait dire que son cerveau était en mode pilote automatique et qu'il n'a pas réagi correctement face à une situation inhabituelle. C'est une hypothèse plausible. Et n'oublions pas le facteur stress. Imaginez-vous dans cette situation, la voiture qui accélère sans contrôle, la panique qui monte, la peur de l'accident. Dans ces moments-là, le cerveau peut avoir du mal à fonctionner de manière rationnelle. Oui, le stress peut complètement nous paralyser. Le rapport du BEUATT part-il de ce phénomène? Oui, il évoque le concept des hypervigilances. Une réaction de panique qui peut conduire à une attention aveugle aux indices et à une persistance dans l'erreur. En gros, on est tellement focalisé sur le danger qu'on ne voit plus ce qui se passe autour de nous et on s'enferme dans une mauvaise réaction. C'est un peu comme un court-circuit dans le cerveau. On perd nos moyens et on agit de manière irrationnelle. Exactement. Et dans le cas du conducteur de la Tesla, cette hypervigilance pourrait expliquer pourquoi il n'a pas réussi à corriger son erreur et à arrêter la voiture à temps. Bon, on a vu les causes possibles de l'accident. Mais est-ce que le rapport du BEAT se limite à ça? Est-ce qu'il propose des solutions pour éviter que de tels drames ne se reproduisent? Oui, absolument. Le rapport formule une série de recommandations concrètes pour améliorer la sécurité des véhicules et la formation des conducteurs. Et ces recommandations, elles ne concernent pas seulement Tesla, mais tous les constructeurs automobiles. Dites-nous en plus, quelles sont ces recommandations? Par exemple, le BEATT préconise d'améliorer la qualité et la quantité des données enregistrées par les EDR, les boîtes noires, les voitures. Actuellement, ces enregistreurs ne conservent que les 5 secondes précédant un accident. Le rapport suggère d'augmenter cette durée à au moins 30 secondes pour avoir une vision plus complète de la séquence d'événements. C'est un peu comme si on passait d'une photo à un film. On aurait beaucoup plus d'informations pour comprendre ce qui s'est passé avant l'accident. Exactement. Le rapport recommande également d'augmenter la fréquence d'enregistrement des données pour avoir une vision plus précise des variations de vitesse, d'accélération et de position des pédales. Plus de données, plus de précision, ça semble logique. Est-ce que le rapport aborde la question de la communication entre le véhicule et le conducteur? On a vu que dans le câble à Tesla, le système de freinage d'urgence s'est activé, sans que le conducteur ne s'en rende compte. Oui, c'est un point crucial. Le rapport recommande aux constructeurs automobiles de fournir des informations plus claires aux conducteurs sur le fonctionnement des systèmes d'aide à la conduite, comme l'ABS. Il faut que le conducteur comprenne ce que fait le système, quand il s'active, et comment il interagit avec ses propres actions. Donc, plus de transparence sur le fonctionnement des technologies embarquées, pour éviter les mauvaises surprises et les erreurs d'interprétation. Exactement. Le rapport souligne également l'importance de former les conducteurs aux spécificités des véhicules électriques, le freinage régénératif, la puissance d'accélération. Tous ces éléments peuvent dérouter un conducteur habitué aux voitures thermiques. Oui, il faut s'adapter à ces nouvelles technologies, apprendre à les utiliser correctement et en connaître les limites. On ne peut pas juste prendre le volant d'une voiture électrique et s'attendre à ce que tout fonctionne comme avant. Tout à fait. Et le rapport du BIATT va même plus loin. Il suggère que les constructeurs automobiles pourraient mettre en place des systèmes de détection de l'état du conducteur, par exemple,
en analysant son comportement au volant ou en utilisant des capteurs biométriques. C'est fascinant. On imagine un système capable de détecter si le conducteur est stressé, fatigué ou distrait, et d'adapter le comportement du véhicule en conséquence. Un peu comme un copilote virtuel qui veille sur nous. C'est une idée intéressante, même si elle soulève des questions éthiques et techniques complexes. Qui aura accès à ces données? Comment garantir la fiabilité de ces systèmes? Comment éviter les faux positifs et les discriminations? Autant de questions qui méritent d'être débattues. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons au présent et aux conclusions du rapport du BEOPT. Quels sont les points clés à retenir de cette enquête? En résumé, le rapport met en lumière la complexité de l'interaction entre l'humain et la machine. Dans le contexte des véhicules modernes, il souligne la nécessité d'une meilleure communication entre le véhicule et le conducteur, d'une formation adaptée aux spécificités des véhicules électriques et d'une vigilance accrue face aux dangers potentiels, de l'hypervigilance et du transfert négatif. Des enseignements précieux pour l'avenir de la mobilité. À l'heure où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, on va justement explorer ces questions. Dans la troisième partie de notre deep dive, alors pour cette dernière partie de notre deep dive, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse aux implications plus larges de cet accident de Tesla. On a vu que le rapport du BEOATT pointe du doigt des problèmes de communication entre le véhicule et le conducteur, de formation inadaptée aux véhicules électriques et de stress au volant. Mais est-ce que cet incident révèle des enjeux plus profonds, plus systémiques? Oui, absolument. Cet accident, aussi tragique soit-il, Agine est un symptôme d'une transition technologique plus vaste, qui est en train de bouleverser le monde de l'automobile. L'arrivée des voitures électriques et autonomes, c'est une véritable révolution. Mais elle s'accompagne de nouveaux défis. De nouvelles questions. Et de nouveaux risques. Ça va être comme passer du cheval à la voiture, en l'espace de quelques années. On change de paradigme, de mode de pensée, de rapport à la machine. Exactement. Et ce changement, il ne se fait pas sans heurts. On le voit avec l'accident de la Tesla, le conducteur, malgré son expérience, n'était pas forcément préparé à gérer les spécificités de ce type de véhicule. Et ce décalage entre les compétences des conducteurs et les technologies embarquées, il risque de s'accentuer dans les années à venir. Parce que les voitures vont devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus complexes, de plus en plus connectées. Oui, on va se retrouver avec des véhicules bourrés de capteurs et logiciels, d'algorithmes. capables de prendre des décisions à notre place. Oui, et c'est là que les choses se compliquent. Comment former les conducteurs à cette nouvelle réalité? Comment s'assurer qu'ils comprennent les limites de ces systèmes? Comment éviter les erreurs d'interprétation, les mauvaises surprises, les situations de panique comme celles qu'on a vues avec la Tesla? C'est un défi immense. On ne peut pas juste se dire « Ok, maintenant, les voitures conduisent toutes seules. On n'a plus besoin de savoir conduire. La veille, il faut au contraire repenser la formation à la conduite et l'adapter à cette nouvelle ère de l'automobile. » Tout à fait. Il faut apprendre aux conducteurs à interagir avec les systèmes d'aide à la conduite, à comprendre leur logique, leurs limites, leurs faiblesses. Il faut aussi les sensibiliser aux risques spécifiques liés à l'automatisation, comme le risque de distraction, le risque de dépendance excessive à la technologie, le risque de perte de vigilance. En gros, il faut leur apprendre à être des copilotes vigilants, capables de reprendre le contrôle à tout moment si la situation l'exige. Un peu comme les pilotes d'avion qui, malgré l'automatisation, doivent rester concentrés et prêts à intervenir en cas de problème. L'analogie est pertinente. Et pour réussir cette transition vers une conduite plus automatisée, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les conducteurs. Les constructeurs automobiles ont aussi un rôle crucial à jouer. Ils doivent concevoir des systèmes d'aide à la conduite intuitifs, faciles à comprendre et à utiliser. Ils doivent fournir des informations claires et concises sur le fonctionnement de ces systèmes, sans jargon technique, sans ambiguïté. Et surtout, ils doivent être transparents sur les limites de ces technologies, sur les situations où elles peuvent se montrer défaillantes. Pas d'un marketing trompeur. Pas de promesses exagérées. Il faut que les conducteurs sachent exactement à quoi s'attendre, quels sont les risques et comment réagir en cas de problème. Exactement. La confiance dans la technologie, c'est important. Mais elle ne doit pas être aveugle. Il faut une confiance éclairée, basée sur la compréhension et la maîtrise des outils. En conclusion, on peut dire que l'accident de la Tesla sur l'avenue d'Ivry nous offre une leçon précieuse. La route vers une mobilité plus automatisée, plus électrique, plus connectée et pavée de bonnes intentions, mais aussi de dangers potentiels. Pour éviter de nouveaux drames, il faut repenser la formation des conducteurs. Améliorer la communication entre le véhicule et l'humain. Et surtout ne jamais oublier que la technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut pas remplacer la vigilance et le bon sens. Et la responsabilité du conducteur. Je suis entièrement d'accord. L'avenir de la mobilité, c'est une collaboration étroite entre l'homme et la machine, une symbiose où chacun apporte ses forces et compense les faiblesses de l'autre. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur d'un incident.
que, au-delà du drame, nous invite à réfléchir aux défis et aux opportunités qu'aborde la révolution technologique qui transforme le monde de l'automobile. Restez prudents sur la route et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. J'ai toujours dit avant la conclusion que conduire un véhicule électrique et plus particulièrement les Tesla, c'est, je ne vais pas dire que c'est dangereux, mais il faut un apprentissage. Et malheureusement, Tesla dans ce domaine, c'est pas le meilleur. Quand tu reçois un véhicule Tesla, c'est à la limite, tiens, voilà les clés, mais il n'y a pas de clés. Vous allez chercher votre véhicule, il est là-bas, et puis tu te débrouilles. Mais conduire un véhicule électrique, ça n'est pas pareil que conduire un véhicule thermique. Et donc Notebook LM l'explique extraordinairement bien dans son analyse. Et c'est incroyable. Notamment, d'autres drames peuvent arriver. Il y a au Canada 4 personnes qui sont mortes brûlées à l'intérieur d'une Tesla. Ils ne savaient pas, apparemment, je ne sais pas, mais qu'il y avait donc la possibilité de sortir du véhicule avec une ouverture mécanique des portes autant à l'avant qu'à l'arrière. Autant à l'avant à l'arrière sur les derniers modèles, notamment la Y. Mais ça, il faut le savoir. Et s'il n'y a pas un minimum de formation qui est faite par Tesla avant de prendre ton véhicule, eh ben, c'est pas bien, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. J'ai essayé même moi-même une modèle S Plaid il n'y a pas très longtemps. Je me suis fait peur, quoi. Pourtant, Tesla, ça fait quand même une paire d'années que je l'ai conduit. Et la modèle S, bon, j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre. Bon, elle en a dans le ventre, hein, bonjour. Mais t'accélères, mais c'est impressionnant. Et pour ce qui en est du résultat donc du BEA, ATT, la responsabilité incombrée, non pas à 100%, mais en majorité, comme ils disent, aux conducteurs, mais fait des préconisations à Tesla et également aux constructeurs de véhicules électriques. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à ce chauffeur de taxi, bon, qui a paniqué. Et quand on panique, eh ben, on panique. Je ne sais pas, j'ai jamais paniqué, donc je peux pas dire « Ouais, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça ». Quand on est dans une situation où on n'a pas l'habitude d'être, on panique, on ne sait pas comment on va réagir. D'ailleurs, pour tout dire, j'ai même prévu, puisque ça fait longtemps que je dis dans mes vidéos, un véhicule électrique, c'est pas pareil. Et je préconise d'ailleurs un e-book dans lequel tu peux te poser toutes les questions avant d'acheter un véhicule électrique et même après avoir acheté un véhicule électrique. N'hésite pas à aller le voir, tu verras, c'est super intéressant. Ça pourra t'aider, enfin j'espère que tu aies déjà un véhicule électrique ou pas. Que dire d'autre? Ben écoute, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires. Allez, je te remercie, à bientôt.